Chapitre 13. Le père Callahan. 1. Ce même soir, le père Callahan entra d'un pas hésitant dans la chambre d'hôpital de Matt, alors que la montre du vieux professeur marquait 7h moins le quart. Une montagne de livres, dont certains couverts de poussière, occupait la table de nuit. Même le dessus de lit en était jonché. Matt avait téléphoné à Loretta Starcher, la vieille demoiselle qui tenait la bibliothèque municipale, et avait obtenu d'elle non seulement qu'elle sorte des livres le dimanche, mais qu'elle les lui apporte personnellement. Elle avait débarqué dans sa chambre à la tête d'un cortège de 3 infirmiers, chargés comme des baudets, et était repartie assez mécontente parce que Matt avait refusé de répondre à ses questions sur ses lectures insolites. Le père Callahan jeta un regard étonné sur Matt. Les traits du vieux professeur étaient tirés, mais il ne lui sembla pas aussi atteint que ceux de ses paroissiens qui étaient passés par des épreuves semblables. Selon son expérience, la réaction première d'un malade face à un cancer, à un dysfonctionnement d'un organe vital ou après un infarctus, c'était un grand sentiment de trahison. C'était l'incrédulité, l'étonnement. Comment cet ami de toujours qu'était son propre corps, un ami jusqu'à présent fidèle et infaillible, pouvait-il le lâcher ainsi sans crier gare? La réaction suivante, évidemment, était la colère. Un ami qui vous poignardait ainsi dans le dos n'était pas digne de votre estime. Une fois cette constatation établie, restait à savoir comment composer avec le traître. Certains décidaient de ne pas rompre le dialogue avec lui. D'autres lui faisaient savoir leur indignation. D'autres encore se mettaient aux abonnés absents et coupaient tout contact. L'ultime pensée qui assaillait alors l'esprit du malade, cloué dans son lit d'hôpital, était terrifiante. Non seulement le corps n'était pas un ami, mais pouvait être un ennemi implacable, bien décidé à en finir avec cette entité supérieure qui le commandait et abusait de son pouvoir depuis que la raison, cet autre virus, s'était installé dans ses chairs. Un soir, pris d'une frénésie éthylo-créatrice, le père Callahan avait écrit un article sur ce sujet pour le Catholic Journal. Il l'avait même illustré d'un dessin humoristique où l'on voyait un cerveau en équilibre sur un parapet tout en haut d'un gratte-ciel. L'immeuble, baptisé « Le corps humain », était en flammes. Les flammes étaient étiquetées « cancer », mais elles auraient pu porter des dizaines d'autres noms. Le dessin était intitulé « Trop haut pour sauter ». Le lendemain, jour de jeûne et de gueule de bois, il avait déchiré son pamphlet et brûlé le dessin. Dans la doctrine catholique, il n'y avait de place ni pour l'un ni pour l'autre, à moins d'ajouter un hélicoptère avec écrit dessus « Le Christ » balançant une échelle de corde au cerveau. Toutefois, le père Callahan pensait avoir touché la vérité du doigt, car ses cogitations réflexives du malade dans son lit d'hôpital débouchaient invariablement sur une dépression aiguë. Les symptômes étaient un regard éteint, une élocution ralentie, de grands soupirs caverneux, et parfois des larmes à la vue d'un prêtre. Ces corbeaux noirs dont la seule raison d'être en ce monde provenait du caractère mortel de la chair et des angoisses insolubles que cette condition posait à tous les êtres pensants. Mais Matt Burke ne montrait aucun signe de cette dépression. Il lui tendit une main enthousiaste, et le père Callahan fut surpris de la vigueur de sa poigne. « Mon père, je vous remercie d'être venu. C'est un plaisir pour moi. Les bons professeurs, comme la sagesse d'une épouse, sont des dons du ciel dans la vie d'un homme. Même s'il s'agit de vieux ours agnostiques comme moi, raison de plus, répondit Callahan, enchanté de pouvoir lui renvoyer la balle. C'est peut-être ma seule chance de vous trouver en état de moindre résistance, car s'il est vrai, comme on le dit, qu'il n'y a pas d'athées dans les tranchées, j'imagine que les agnostiques convaincus sont tout aussi rares dans les unités de soins intensifs. Mais je m'en vais bientôt. Dommage pour vous. Allons, allons. Le jour viendra où vous direz vous aussi vos paternosters et vos je vous salue Marie. Vous ne croyez peut-être pas si bien dire, soupira Matt. Le père Callahan s'assit et se cogna la jambe contre la table de nuit en avançant sa chaise. Une pile de livres en équilibre instable s'écroula sur ses genoux. Il les remit sur la table tout en lisant à haute voix les titres. Dracula, l'invité de Dracula, à la recherche de Dracula, le rameau d'or, l'histoire naturelle des vampires, naturelle,
Recueil de contes hongrois. Les monstres des ténèbres, les monstres dans la vie de tous les jours, Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, et... Il passa la main sur la dernière couverture, en retira une épaisse couche de poussière et découvrit l'image d'un spectre penché sur une jeune fille endormie. Varney le vampire ou le festin du sang. Bonté divine. C'est avec de pareilles lectures qu'on soigne aujourd'hui les victimes d'une crise cardiaque? Matt esquissa un sourire. Ce pauvre Varney, je l'ai lu il y a des lustres pour un mémoire à l'université. Cours sur les Roms antiques. Le professeur, dont le goût pour le fantastique se limitait à Beowulf d'un côté et de l'autre à la tactique du diable, fut littéralement choqué. J'ai écopé d'un 5 sur 20, doublé d'une mise en garde manuscrite m'enjoignant d'élever le niveau de mes lectures. Le cas de Peter Kürten est pourtant fascinant, précisa Callahan, du moins d'une façon répulsive. Vous connaissez l'histoire? Dans les grandes lignes, je me suis intéressé à ce genre de choses pendant mes études de théologie. Pour me justifier face au scepticisme d'airain de mes maîtres, je soutenais que pour devenir un bon prêtre, je me devais tout autant de sonder les profondeurs de l'âme humaine que d'œuvrer à l'élever. Pure rhétorique, évidemment. En vérité, j'aimais comme tout un chacun avoir des frissons. Kürten, autant que je m'en souvienne, a tué 2 de ses camarades quand il était enfant, en les noyant, c'est ça? L'enjeu était une barque ancrée au milieu d'une rivière. Il n'a cessé de les repousser à l'eau pour les empêcher de monter à bord jusqu'à ce qu'ils soient à bout de force et qu'ils coulent. C'est ça. Ensuite, jeune adolescent, il a tenté à 2 reprises de tuer les parents d'une fille qui refusait de sortir avec lui. Plus tard, il a incendié leur maison. Mais ce n'est pas présentement cette partie de sa carrière qui m'intéresse. Vampirella. Callahan le reposa, de plus en plus intrigué. Kürten a attaqué et tué une 10aine de femmes, se souvint le prêtre. Il en a mutilé plusieurs à coups de marteau, et si elles avaient leurs règles, il buvait leurs menstrues. Matt hocha la tête. Ce que l'on sait moins, ajouta-t-il, c'est qu'il a mutilé également des animaux. Au plus fort de son obsession, il a arraché les têtes de 2 cygnes dans le parc de Düsseldorf, et il a bu leur sang à leur cou comme à une autre. Est-ce pour discuter de ce genre de sujet que vous avez demandé à me voir? Vous avez dit à Miss Curless qu'il s'agissait d'une affaire importante. Oui, en effet. De quoi peut-il s'agir? Si votre intention était de m'inquiéter, vous y avez certainement réussi. Matt le regarda calmement. Un de mes meilleurs amis, Ben Mears, devait prendre contact avec vous aujourd'hui. J'ai compris, d'après ce que m'a dit votre gouvernante, qu'il ne l'a pas fait. C'est exact. Je n'ai pas vu âme qui vive depuis 2 heures de l'après-midi. J'ai essayé en vain de le joindre. Il a quitté l'hôpital en compagnie de mon médecin, James Cody, que je n'ai pas pu joindre lui non plus. Et je n'ai pas davantage réussi à retrouver Susan Norton, la jeune amie de Ben. Elle est sortie au début de l'après-midi, ayant promis à ses parents de rentrer vers 5 heures. Elle n'est pas rentrée et ils sont inquiets. Callahan dressa l'oreille quand Matt prononça le nom de Norton. Bill Norton était venu le consulter une fois à propos d'un problème qui concernait des membres catholiques de son syndicat. Vous avez idée de ce qui a pu leur arriver? Laissez-moi vous poser une question. C'est sérieux, et je voudrais que vous réfléchissiez bien avant de me répondre. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel à Salem ces derniers temps? Depuis le début de leur entretien, Callahan avait l'impression, et la question prudente de Matt ne fit que renforcer ce sentiment, que son interlocuteur prenait grand soin de ne pas l'inquiéter en lui faisant part ouvertement de ce qu'il avait en tête. L'invraisemblable collection de livres dont il s'était entouré parlait d'elle-même, et ce qu'elle suggérait était déjà suffisamment effrayant. « Des vampires à Salem ?» demanda-t-il. Il était en train de penser à ces dépressions qui succèdent si souvent aux graves maladies, et de se dire que le malade avait de bonnes chances d'y échapper s'il avait par ailleurs de solides raisons de vivre. L'artiste avait sa peinture, le musicien sa musique, le maçon sa maison à terminer, mais la passion qui empêchait le malade de sombrer n'était pas forcément saine. Elle pouvait être liée à une psychose jusque-là inapparente. Il avait beaucoup parlé au vieux Horace qui habitait Schoolyard Hill quand il était à l'hôpital en phase terminale d'un cancer de l'intestin. Malgré la douleur qui devait être un supplice, il expliquait à Callahan, avec force, détail et lucidité,
que des êtres venant d'Uranus infiltraient toute la société américaine. Un jour, le pompiste de la station d'essence est juste le brave Joe Blow de Falmouth, disait ce squelette parlant au regard pétillant. Et le lendemain, c'est un Uranien qui a revêtu l'enveloppe charnelle de Joe Blow. Il a ses souvenirs et même sa façon de parler, parce que les Uraniens bouffent les ondes alpha. Selon le vieil Horace, il n'avait pas le cancer du tout, mais souffrait d'un empoisonnement par rayon laser. Les Uraniens, inquiets de voir qu'il avait compris leur machination, avaient décidé de l'éliminer. C'était de bonne guerre, jugeait Horace, et il était prêt à leur donner du fil à retordre. Le père Callahan n'avait pas tenté de lui ôter ses illusions. La famille, toujours aussi obtuse que pleine de bonnes intentions, se chargerait de le ramener à la triste réalité. Fort de son expérience, donc, Callahan était d'avis qu'une petite psychose de temps en temps, comme une bonne dose de Cutty Sark, pouvait être extrêmement salutaire. Il se contenta donc de croiser les mains et d'attendre que Matt continue. « C'est déjà très difficile pour moi de vous parler de ce que j'ai dans l'esprit. Mais si vous me croyez en proie à des fantasmes à la suite de ma maladie, ce sera plus difficile encore. » Stupéfait de voir Matt lire dans ses pensées au moment même où il se les formulait, Callahan s'efforça de rester impassible et dit d'un ton apaisant « Vous me paraissez au contraire parfaitement lucide. » Matt soupira. « Qu'on soit lucide ne signifie pas qu'on soit sain d'esprit, mais vous le savez bien. » Il changea de position dans le lit, dispersant du même coup les livres éparpillés autour de lui. « Dieu, si Dieu il y a, doit être en train de me faire payer une vie intellectuelle trop académique. Je me suis en effet toujours refusé à émettre la moindre hypothèse sans l'étayer par une argumentation et des références indiscutables. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois, je suis obligé d'avancer des affirmations proprement insensées sans pouvoir en fournir la moindre preuve. Tout ce que je peux dire, si je puis vous convaincre que j'ai encore un peu de cervelle, c'est que mes allégations sont assez facilement contrôlables. J'espère seulement que vous consentirez à le faire avant qu'il ne soit trop tard. » Il eut un rire ironique. « Avant qu'il ne soit trop tard. Ça sort tout droit de la presse du cœur des années 30, vous ne trouvez pas? C'est que la vie ressemble souvent à un roman photo, » remarqua le père Callahan, tout en se disant que ce n'était pas tellement le cas de sa vie à lui. « Laissez-moi vous poser de nouveau ma question. Avez-vous remarqué quoi que ce soit, n'importe quoi, d'étrange ou d'inhabituel ce week-end? Qui aurait quelque rapport avec des vampires ou avec tout ce que vous voulez? » Callahan réfléchit un instant. « La décharge était fermée, » dit-il finalement. « Mais quelqu'un avait cassé le portail et j'ai pu y entrer quand même. » Il sourit. « J'aime assez porter moi-même mes ordures à la décharge. Quand je vois cet endroit si humble et pourtant si plein de ressources, j'en arrive à croire, et cela flatte mes tendances élitistes, que, si pauvre qu'il soit, le prolétariat est loin d'être malheureux. La décharge était fermée et Dud Rogers n'était pas là. Autre chose? Ah oui, les Croquettes n'ont pas assisté à la messe ce matin, et pourtant Madame Croquette ne la manque jamais. Ensuite, il y a évidemment la pauvre Madame Glick. » Matt se dressa sur un coude. « Madame Glick? Qu'est-ce qu'elle a? »« Elle est morte. »« De quoi? »« Pauline Dickens croit que c'est une crise cardiaque, » dit Callahan sans conviction. « Quelqu'un d'autre est-il mort à Salem aujourd'hui? » En temps ordinaire, la question eût pu être considérée comme extravagante. Les morts en série n'étaient pas de règle dans une petite ville comme Salem, malgré le fort pourcentage de personnes âgées dans la population. « Non, » répondit lentement Callahan. « Mais il faut reconnaître que nous avons un taux de mortalité fort élevé depuis un moment. Mark Ryerson, Floyd Tibbets, le bébé McDougall. » Matt hocha la tête. Il avait l'air très las. « C'est plus qu'étrange, » dit-il. « Nous en serons bientôt au point où ils pourront s'aider les uns les autres à brouiller les pistes. Une ou deux nuits encore et... j'ai peur. Je vous dis que j'ai peur. »« Assez tourné autour du pot, » déclara Callahan. « C'est vrai, je n'ai que trop tardé à vous mettre au courant. » Il se mit à raconter son histoire de bout en bout.
Il la compléta avec le récit de ce qui était arrivé à Ben, à Suzanne et à Jimmy, sans rien omettre. Quand il arrêta, la soirée tragique de Ben et Jimmy chez Maury Green avait pris fin. Mais pour Suzanne Norton, tout ne faisait que commencer. Deux. Son récit terminé, Matt laissa planer le silence, puis demanda « Alors, je suis fou ? En tout cas, vous êtes persuadé que c'est ce que tout le monde croit, même si vous avez réussi à convaincre M. Mears et votre médecin. Non, je ne vous crois pas fou. Après tout, le surnaturel, c'est un peu mon fonds de commerce. C'est même, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots, mon pain et mon vin. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Je ne dis pas qu'elle soit vraie, mais ce qui est important, c'est que moi, je l'ai cru vraie. C'est arrivé à un ami très cher, le père Raymond Bissonnette, qui avait la charge d'une paroisse en Cornouailles depuis quelques années, du côté de la Côte d'Étain. Vous savez, c'est le coin où il y a toutes ces mines. Vous connaissez l'endroit? Pas de visu. Il y a 5 ans, il m'a écrit une lettre où il m'expliquait qu'il avait été appelé dans un trou perdu de sa paroisse pour officier aux funérailles d'une fille qui venait juste d'être mise dans le sapin, comme on dit là-bas. Le cercueil de la fille était empli de roses sauvages, un détail qui avait surpris mon ami Ray. Ce qu'il trouva vraiment bizarre, c'est que la bouche de la fille était maintenue ouverte par un bout de bois, coincé entre les 2 mâchoires, et que la cavité buccale était remplie d'ail et de thym serpolet. Mais ce sont, oui, des protections traditionnelles contre les morts vivants, un remède de grand-mère. Lorsque Ray a mené son enquête, le père de la fille lui a dit le plus naturellement du monde que sa fille avait été tuée par un incube. Vous savez ce que c'est? Un vampire sexuel. La fille était fiancée à un jeune homme nommé Bannock qui avait une grosse marque de naissance couleur fraise dans le cou. Il avait été renversé par une voiture en rentrant chez lui, 2 semaines avant les noces, mort sur le coup. 2 ans plus tard, la fille a rencontré un autre homme, mais elle rompt brusquement avec lui quelques jours seulement avant que les bans du mariage ne soient publiés. Elle a expliqué à ses parents et à ses amis que John Bannock était venu la trouver la nuit pour lui reprocher son infidélité. Son amoureux, selon Ray, craignait davantage de voir sa future épouse sombrer dans la folie que l'idée qu'elle puisse recevoir des visites nocturnes d'un démon. Et pourtant, la malheureuse a dépéri à vue d'œil. 1 semaine plus tard, elle était morte, et on l'a enterrée selon les rites anciens. Tout cela n'aurait pas motivé la lettre de Ray. C'est ce qui s'est produit 2 mois après les funérailles qui l'a convaincu de m'écrire. Alors qu'il se promenait un matin, il a aperçu un jeune homme qui se tenait devant la tombe de la fille. Un jeune homme ayant une tache de naissance dans le cou couleur fraise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ses parents lui avaient acheté pour Noël un appareil photo Polaroid, et il s'amusait à prendre des vues de cette magnifique région. J'ai au presbytère plusieurs photos de lui dans des albums. Ray est assez doué. L'appareil, ce jour-là, était autour de son cou, et il a pris plusieurs clichés du jeune homme. Lorsqu'il les a montrés au village, la réaction des habitants a été pour le moins curieuse. Une vieille femme est tombée évanouie, et la mère de la fille s'est mise à prier en pleine rue. Mais, à son réveil le lendemain, le jeune homme avait disparu des photos. Il ne restait plus que des vues anodines d'un cimetière désert. Et vous croyez à la véracité de cette histoire? S'enquit Matt. Oh oui, et je sais que beaucoup de gens seraient prêts à y croire aussi. Le citoyen moyen n'est pas aussi hermétique au surnaturel que les écrivains de fantastique veulent le faire croire. La grande majorité des écrivains qui versent dans ce genre de littérature sont plus sceptiques en ce qui concerne les esprits, les démons et les fantômes que le simple quidam. Lovecraft était un athée convaincu, Edgar Poe était un transcendaliste à la petite semaine, et Hawthorne allait à la messe purement pour l'étiquette. Vous êtes un expert sur ce sujet. Le prêtre haussa les épaules. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par les sciences occultes et le paranormal. En grandissant, ma vocation religieuse, loin d'éteindre mon goût pour ces choses-là, n'a fait que le renforcer. Il poussa un profond soupir. Mais, depuis quelque temps, je m'interroge sur la nature du mal qui règne dans le monde. Il ajouta avec un petit sourire mi-figue mi-raisin, et les questions que je me pose me gâchent un peu le plaisir. Alors, accepteriez-vous de faire une petite enquête pour moi et de prendre avec vous de l'eau bénite et quelques hosties? Ça, c'est un problème épineux sur le plan théologique.
dit Callahan, réellement ennuyé. Pourquoi? Je n'aimais pas un refus catégorique, du moins pas encore, et je dois vous dire que si vous vous étiez adressé à un prêtre plus jeune, il aurait probablement accepté tout de suite, sans la moindre hésitation. Il eut un sourire amer. À leurs yeux, le rituel de l'Église n'a qu'une valeur symbolique, il n'a pas de valeur en soi. Ils n'y voient qu'une nouvelle version de la coiffe et du bâton magique du chaman. Le jeune prêtre vous prendrait peut-être pour un fou, mais si le fait de vous asperger d'un peu d'eau bénite pouvait vous tranquilliser, il n'y verrait pas d'inconvénient. En ce qui me concerne, c'est tout bonnement hors de question. Si je devais faire votre petite enquête habillé d'un costume de tweed et armé d'un exemplaire de L'exorciste sensuel de Sibyl Leek, cela n'engagerait que vous et moi. Mais si je prends avec moi une hostie, c'est que j'agis en tant que ministre de la Sainte Église catholique et que je me dispose à célébrer les rites les plus sacrés de ma fonction. Je suis alors celui qui représente le Christ sur terre. Il regarda Matt avec une gravité presque solennelle. Je suis un prêtre bien médiocre, je me le dis souvent. Je suis blasé, cynique, et depuis quelque temps je traverse une crise. Je remets tout en question. Mais je crois encore assez au redoutable pouvoir mystique de l'Église que je représente pour être incapable de prendre à la légère ce que vous me demandez là. L'Église, quoi qu'en pense la nouvelle génération de prêtres, c'est autre chose qu'un tas d'idées généreuses. Nous ne sommes pas des boy scouts et nous avons mieux à accomplir que des béats. L'Église est une force, et on ne met pas une force en mouvement pour n'importe quoi. Il regarda Matt d'un air sévère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est primordial pour moi que vous le compreniez. Je le comprends. Voyez-vous, la conception que l'Église se fait du mal a énormément évolué au cours du XXe siècle. Savez-vous pourquoi? Je m'imagine que c'est à cause de Freud. Bravo! L'Église se trouve effectivement depuis le début du siècle devant un phénomène nouveau, la désacralisation du mal. Notre vieux diable cornu avec sa longue queue et ses pieds fourchus n'a plus cours. On lui a substitué une interprétation psychanalytique des phénomènes. Le mal, d'après l'Évangile selon saint Sigmund, n'aurait plus rien à voir avec le serpent tentateur du jardin, malgré ce que cette image peut avoir de freudien. Ce serait plutôt un gigantesque composé de pulsions individuelles et collectives, le subconscient de l'humanité en quelque sorte. Ne pensez-vous pas que le mal ainsi conçu est autrement plus impressionnant que ces petits diablotins à queue rouge qu'un paix d'ecclésiastiques constipés suffit à faire fuir? Impressionnant, bien sûr, mais aussi impersonnel et impitoyable. Il échappe à toute emprise, et nous n'avons pas plus d'espoir de le distinguer du bien que Shylock n'en avait de se voir découper sa livre de chair sans verser une goutte de sang. L'Église a été conduite à reconsidérer complètement son attitude en ce qui concerne le mal. Qu'il s'agisse des bombardements du Cambodge, de la guerre en Irlande ou au Moyen-Orient, des policiers assassinés, des ghettos en révolte ou plus généralement de cette violence que partout dans le monde les hommes exercent les uns sur les autres, sous des formes multiples et à tous les degrés. Le prêtre rejette sa dépouille de sorcier et se lance dans l'action sociale, dans la lutte politique. Le contact avec les déshérités des bidonvilles confère plus de prestige que le rituel de la confession, et la communion passe après les conflits raciaux et la crise du logement. L'Église d'aujourd'hui oublie le ciel à force d'avoir les pieds sur terre. Une terre où il n'y a plus ni sorciers, ni succubes, ni vampires, mais seulement des parents indignes, des enfants incestueux et des pollueurs en tout genre, enchaîna Matt. Oui. Et vous détestez tout cela? Demanda Matt lentement. Oui, répondit Callahan d'une voix calme. Je pense que c'est une abomination. C'est comme si l'Église nous racontait que Dieu n'est pas mort, mais qu'il est un tout petit peu sénile. Ne trouvez-vous pas que cela justifie ma réponse? Et maintenant, que voulez-vous que je fasse? Matt le lui dit. Vous vous rendez compte que si j'accepte, je vais à l'encontre de tout ce que je viens de vous dire, reprit Callahan après réflexion. Au contraire, je pense que ce sera pour vous l'occasion de mettre l'Église, votre Église, à l'épreuve. Callahan retint son souffle. Bon, j'accepte, mais à une condition. Laquelle? Que les membres de l'expédition aillent d'abord voir ce monsieur Straker à son magasin, et que monsieur Mears, parlant en votre nom, lui fasse franchement part de nos soupçons.
Nous pourrons ainsi observer ses réactions, et ça lui donnera l'occasion, le cas échéant, de nous rire au nez. Matt se renfrogna. Mais ce faisant, on le prévient. Callahan secoua la tête. C'est vrai, mais je crois que c'est sans importance si nous sommes bien décidés tous les trois, Monsieur Mears, le docteur Cody et moi, à aller de l'avant quoi qu'il arrive. D'accord, dit Matt. Sous réserve que Ben et Jimmy acceptent aussi. Bien sûr. Callahan soupira. Vous ne vous vexerez pas si je vous dis que je souhaite prouver que tout cela n'existe que dans votre tête. J'espère que ce striker nous rira au nez, qu'il aura bien raison de le faire. Ça ne me vexe nullement. Oui, j'espère vraiment que tout cela est sans fondement. En acquiesçant à ce que vous me demandez, je fais une chose grave. Plus grave que vous ne le croyez. Et j'avoue que ça m'effraie. Et moi donc, ajouta Matt tout bas. 3. Mais en regagnant d'un pas leste l'église Saint-Andrew, Callahan n'avait pas peur. Il se sentait revivre. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas bu et il n'avait pas envie de boire. De retour au presbytère, il décrocha le téléphone et composa le numéro de la pension d'Eva Miller. « Allô, Madame Miller? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Mears? Il n'est pas là? Ah, bon. Non, pas de message. Je rappellerai demain. Oui, au revoir. » Il raccrocha et s'approcha de la fenêtre. Mears était-il allé boire une bière dans une taverne des alentours, ou bien tout ce que venait de lui dire le vieux professeur serait-il vrai? Dans ce cas... Ne pouvant rester en place, il alla sous l'auvent, derrière la maison, aspira à plein poumon l'air vif et piquant d'octobre et scruta l'obscurité mouvante. Peut-être que Freud n'est pas le seul responsable, pensa-t-il. Peut-être que l'invention de l'électricité, qui de son faisceau lumineux transperce le cœur de la nuit aussi sûrement que le pieu transperce le cœur du vampire, et plus proprement, a autant fait que la psychanalyse pour chasser les ombres qui hantent les cerveaux des hommes. Le mal était toujours là, mais désormais il se levait dans la lueur blafarde des lampadaires de parking, dans les feux des enseignes au néon, dans le halo de milliards d'ampoules électriques à travers le monde. Les généraux planifiaient des attaques aériennes massives grâce aux balais lumineux et trépidants d'électrons dans un filament de tungstène, et plus personne ne maîtrisait quoi que ce soit, comme le gamin dans sa caisse à savon qui dévale la colline sans avoir prévu de frein. J'ai suivi les ordres. Oui, c'était exactement ça. Exactement. Nous étions tous des petits soldats qui suivions les consignes de notre feuille de route. Mais d'où venaient ces ordres? Montre-moi ton chef. Je ne sais pas où est son bureau. Je n'ai fait que suivre les ordres. Le peuple m'a élu. Mais qui a élu le peuple? Quelque chose bruissa soudainement au-dessus du père Callahan. Il releva la tête dans un sursaut, sortant de ses rêveries. Un oiseau, une chauve-souris, déjà disparu, peu importait. Il tendit l'oreille pour écouter la rumeur de la ville. Rien que le silence, sinon le bourdonnement des fils téléphoniques. La nuit où le kudzu a envahi tes champs, tu dormais du sommeil d'un mort. Qui a écrit ça? James Dickey? Pas un bruit. Pas de lumière, sinon le halo des tubes fluo devant l'église, là où Fred Astaire n'a jamais dansé, et le faible et évanescent clignotement des feux au croisement de Brock Street et de Jointner Avenue. La nuit où le kudzu a envahi tes champs, tu dormais du sommeil d'un... L'exaltation s'était évanouie comme si elle avait été l'ultime écho d'une fierté lointaine. La terreur l'assaillit, lui enserrant le cœur dans son étau. Ce n'était pas pour sa vie ou son honneur qu'il tremblait, et la gouvernante pouvait bien découvrir son penchant pour la boisson. La terreur qu'il éprouvait était indicible. Elle dépassait celle de tous ses cauchemars, même ceux du temps les plus tourmentés de son adolescence. C'était pour son âme qu'il tremblait ce soir-là. Troisième partie. La ville désertée. I heard a voice crying from the deep. Come join me, baby, in my endless sleep. Montant des profondeurs, des sanglots j'entendis. Rejoins-moi, mon chéri, dans mon éternelle nuit. Vieille chanson de rock'n'roll.
Et maintenant, les voyageurs dans cette vallée, à travers les fenêtres rougeâtres, voient de vastes formes qui se meuvent fantastiquement au son d'une musique discordante, pendant que, comme une rivière rapide et lugubre, à travers la porte pâle, une hideuse multitude se rue éternellement, qui va éclatant de rire, ne pouvant plus sourire. Edgar Allan Poe, The Haunted Palace. Tell you now that the whole town is empty. Dis-toi maintenant que la ville tout entière est vide. Bob Dylan.